quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions. Bonjour, bienvenue à tous les participants à cette activité de culture attitude. On vient d'entendre deux grands poètes québécois, Fred Pellerin, qui est un conteur, auteur, compositeur que vous pourrez aller écouter sur YouTube, et aussi un autre grand poète, Raymond Lévesque, qui nous a quittés depuis hier seulement, avec cette très, très belle chanson « Quand les hommes vivront d'amour ». Donc, bienvenue aux panélistes aussi qui sont avec moi. Madame Cécile Lazartigue, Monsieur Éric Hébert et aussi Aziz Chaïb qui va animer avec moi cette présentation. Je vais partager mon écran. Donc, Madame Lazartigue, qui est consultante en interculturel, spécialiste en communication. Bonjour Cécile, tu es avec nous? Bonjour à vous, ou bonjour à chers participants et panélistes. Merci d'être là ce matin avec nous pour partager ton savoir et tes expériences en communication interculturelle. Monsieur Éric Hébert, qui est directeur ressources humaines chez Fourgon-Leclerc, lui, il a quand même un parcours. Bonjour Éric. Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci d'être avec nous. Éric est généraliste depuis plus de 20 ans. Hein? Ça ne te rajeunit pas, cela, là? Hein? Mais les expériences sont là. Et il est en gestion de ressources humaines. Il a travaillé dans une entreprise de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est là, je pense, que tu as fait tes armes ou tu as développé tes pratiques RH avec l'embauche de plus de 300 travailleurs étrangers, 23 nationalités différentes, n'est-ce pas? Effectivement. Jusqu'à ce que tu viennes arriver avec Fourgon-Leclerc depuis les 3 dernières années et où tu vas nous parler un petit peu plus de l'embauche de plus d'une trentaine de travailleurs d'origine philippine. Exactement. Ça s'annonce très intéressant. Et on a Jonathan Arquette avec nous, qui est de 7e International, hein, notre partenaire d'événements virtuels. Bonjour, Jonathan. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin, encore une fois, pour supporter puis recevoir et gérer les commentaires de tous nos participants. Donc, je vous donne un petit peu un approximatif du temps. Ce matin, on veut vous parler des codes culturels pour travailler au Québec et au Canada. Hein, c'est toujours très important, mais avant, on va regarder un petit peu les consignes. Pour ceux qui sont plus habitués, bien, vous savez, les techniques de base, c'est la discussion ou le chat, comme on a l'habitude d'appeler, sur lequel vous pouvez écrire à tout moment. Et puis, soit M. Chaïb ou Cécile ou Éric vont prendre vos commentaires et vont pouvoir les gérer. Les questions et réponses sont adressées aux panélistes. On aura une période de 10 minutes. Hein, à partir de 11h45, on essaie d'être le plus précis dans notre gestion du temps, qui est notre contrat moral avec tous les participants qui se sont inscrits. Et puis, les sondages, bien, c'est sûr qu'on veut connaître votre avis.
Donc, on va vous interpeller. Jonathan va lancer nos questions de sondage sur lesquelles vous pouvez répondre automatiquement et puis qu'on pourra partager aussi les résultats. Donc, qui est Culture Attitude? C'est un nouvel organisme qui a pour mission de partager et de faire découvrir la culture du Québec et du Canada. Personnellement, pour avoir vécu l'expérience à plusieurs reprises, que ce soit au Maroc, en Algérie, en République du Congo, j'ai été accompagnée, j'ai été coachée pour vraiment connaître et apprendre les codes culturels, les us et coutumes de chaque milieu de travail et de chaque pays aussi. Ça va bien au-delà de des aspects professionnels. Et puis, ce qui nous amène à appuyer les gestionnaires, les managers, bien entendu, dans leur recherche, leur intégration de talents issus de l'immigration ou encore de professionnels ou de gens d'affaires qui viennent faire, je fais partie d'une association qui s'appelle le Conseil de développement Canada-Algérie. Hein? C'est apprendre à faire des affaires entre les deux pays. Nos services, accompagner les personnes, animer les rencontres, former en management interculturel et coacher aussi. Les ressources, c'est des consultants, vous pourrez visiter ou vous informer du profil de chacun. Ils sont multilingues et avec des bons bagages d'expérience ici et là. Au menu. Donc, on va faire une petite mise en contexte parce quand on parle de culture, on peut aller dans tous les sens. Nous, on va vous parler vraiment de la culture et de ses impacts au travail. Cécile va aborder la communication et la gestion du temps. Moi, j'aborderai la dimension des relations professionnelles qui varient vraiment d'une culture. Et puis, Éric va partager son expérience à titre de directeur des ressources humaines chez Fourgon Leclerc et Composite Leclerc. Donc, un menu copieux. J'espère que ça va bien se dérouler pour tout le monde. Les deux principaux objectifs qu'on vise aujourd'hui à travers cette première présentation, c'est de sensibiliser les participants aux dimensions culturelles qui ont un impact sur la performance des équipes de travail et particulièrement pour les gestionnaires. Et puis en même temps, partager des trucs et astuces pour optimiser justement ce management-là interculturel dans vos entreprises ou dans vos organisations. Quand on parle de culture, souvent le mot culture dans tous les pays est associé à ce qu'on appelle les arts. La peinture, la littérature, la musique, les arts visuels, etc. Lorsqu'on parle du management interculturel, on regarde la culture sous toutes ses facettes et comment elle s'exprime dans les milieux de travail à travers notre vie quotidienne. Parce que la culture, ce n'est pas juste quand on lit ou quand on regarde un film. Il y a 4 aspects importants à regarder et Cécile va vous parler tout à l'heure de l'iceberg quand on fait l'analyse interculturelle. Donc, le premier, on parle de l'aspect matériel, ce qu'on voit, de la façon dont on bouge, la façon dont on s'habille, dont on mange. L'intellectuel, celui-là, il est un petit peu plus difficile à décoder. On parle souvent des mentalités, les mentalités qui diffèrent d'une culture, les façons de raisonner. Souvent, j'ai dit à mes collègues, à mes clients qui sont d'origine arabe, l'écriture, elle se fait de droite à gauche pour l'écriture arabe. Quand nous, les Occidentaux, on écrit de gauche à droite, bien souvent, ça va modéliser notre façon de réfléchir. Mais je dis toujours, il n'y a pas de problème. Quand on arrive au milieu, on se rejoint. Les émotions, le cœur, comment on exprime nos émotions? Souvent, quand on fait des groupes, quand on fait du management interculturel, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais j'ai de la difficulté un peu avec tel employé parce que je ne sais pas ce qu'il ressent. Son expression des émotions, il est content, il est fâché, je ne sais pas trop. » Alors qu'il y a d'autres cultures, on voit la gestuelle, on voit le sourire, on voit les expressions du visage. Et là, ça nous diffère d'une culture à l'autre. Et le dernier, et non le moindre, qui est le plus profond, c'est vraiment les croyances. Les croyances qui vont toucher les religions, notre façon, nos valeurs profondes sur lesquelles on se dit plus ou moins négociables.
Il y a une croyance ou une valeur profonde pour ceux qui veulent faire affaire au Québec, au Canada ou encore travailler. C'est le partage ou les valeurs d'égalité homme-femme qui est très présente et qui revient continuellement dans les conversations. Donc, tout ça pour dire que oui, on a des différences. Parfois, il y a des gens qui ont peur du mot différence. Au contraire, il faut apprivoiser ces différences-là pour mieux travailler ensemble. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Cécile qui va nous présenter la dimension de la communication. À toi la parole, Cécile. Merci Joanne pour cette belle introduction qui nous met un peu une perspective à ce qu'on pourrait aborder comme thématique. Oui, la dimension dans la dimension culturelle, la communication, la façon dont on formule ce qu'on a envie qu'il soit reçu. Est-ce que notre intention, la manière dont on formule cette communication arrive à la bonne personne de la bonne façon? Ça, c'est vraiment le défi en interculturel. Donc, quand on arrive au Québec ou qu'on commence à travailler au Québec, au Canada, il y a une façon différente de communiquer, que ce soit par le regard, comme l'a évoqué Joanne, que ce soit par les mots qu'on utilise, le tempo des mots, mais aussi la façon dont on communique corporellement. Est-ce qu'on touche les gens? Est-ce qu'on touche pas les gens? Donc, c'est toute une gamme de façons de communiquer. Nous allons passer à la diapositive suivante. Parce que, oui, nous sommes en Amérique du Nord au Québec, et si au Québec, nous avons le privilège de parler le français, se fait français dans une société distincte du reste de l'Amérique du Nord, du Canada anglophone et du reste de l'Amérique du Nord, il y a des paradoxes qui se chamboulent et on sait que la façon dont on a vécu notre histoire, ce qui a imprégné nos croyances, toujours en référence à ce qu'évoquait Joanne, ça teinte notre vision du monde. Alors, faire des affaires au Québec, travailler dans des équipes au Québec, c'est pas du tout la même façon, par exemple, de travailler au Canada anglophone. Pourquoi? Ben parce qu'on a des références complètement différentes. Au-delà de la linguistique, de la langue qui véhicule ce qu'on a à dire, à échanger, on a des référents de passé, des référents de vision du monde qui sont différentes. Dans la prochaine diapositive, on va voir que s'il est déjà pas toujours facile de comprendre et de décoder notre manière d'intervenir au niveau de la gestuelle, par exemple, quelqu'un de latin au Maghreb ou pourtour de la Méditerranée, on est plus enclin à parler avec notre corps et nos mains. La variation de notre voix est différente que quelqu'un, par exemple, qui serait d'origine asiatique. Et là encore, les différences sont très grandes, mais ou germanique, où on est plus dans l'intériorité et les codes se font d'une façon implicite. Je ne sais pas si vous êtes, chers participants, familiers avec l'image de l'iceberg qu'avait introduit Joanne, si justement, en fait, ce qu'on voit de la culture, la façon dont on peut décoder de l'extérieur la culture, c'est le haut de l'iceberg. Donc, on a une capacité de décoder l'extérieur, la façon dont on s'habille, dont on mange, dont on se touche ou pas. Mais tout le reste de l'iceberg fait que on fait référence souvent inconsciemment à des croyances souvent inconscientes et implicites.
Qu'est-ce que j'entends par inconscient? On ne sait pas ce qui nous motive à penser que, par exemple, le temps doit se gérer de telle façon. Si vous arrivez au Maghreb, ou par exemple au pourtour de la Méditerranée ou dans certains pays d'Afrique noire, le rapport au temps est fluide. Il y a une superposition du temps. Vous arrivez à un rendez-vous qui est à 10 heures, il peut être tout à fait acceptable et accepté que vous arriviez à 10h05, 10h10, que vous commenciez à rentrer en relation avec vos homologues de façon chaleureuse, humaine, conviviale, avant de rentrer directement dans le vif du sujet pour votre rendez-vous professionnel. Pourquoi? Parce qu'on fait référence là à une manière de communiquer qui est très spécifique, où la relation à l'autre, le contact humain prévaut avant de commencer quelque chose au niveau professionnel. On parle de confiance, on parle de connexion humaine. Donc la relation dans cette gestion du temps rentre en ligne de compte. Or, au niveau de l'Amérique du Nord, on est plus dans le pragmatisme. Ça ne veut pas dire que nous ne rentrons pas dans quelque chose de relationnel, mais que nous rentrons dans une façon différente de relationner. On rentre dans une réunion à 10, si on a un rendez-vous à 10 heures, au Québec, il sera mal vécu qu'on arrive à 10h05, par exemple. À 10 heures, on commence la réunion. Et il est bien vu et acceptable d'arriver en avance pour se préparer, pour que, à l'heure dite, on arrive directement dans cette dynamique de travail. En communication interculturelle, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans la compréhension des codes culturels intimes. Par exemple, en Allemagne, si vous n'arrivez pas à 10h moins 10 au fameux rendez-vous, on vous juge en disant vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas préparé, vous êtes peut-être laxiste par rapport à votre gestion du temps. Au Québec, tout ce qui est de l'ordre du temps est plus pragmatique. On met dans des cases. De 8 à 10, on a réunion, donc la réunion doit se faire dans ce temps-là. Il est attendu que quand on s'engage à une livraison, par exemple, d'un dossier, d'un rapport, si on dit une date et une heure, il est attendu de tout le monde que ce soit respecté. Ça ne veut pas dire que c'est complètement fou d'avoir un problème et de dire en avance, on est désolé, on a un problème technique, on ne peut pas gérer ça, on ne sera pas à l'heure, mais c'est cette gestion du temps qui est très pragmatique, organisée et qui fait référence à votre engagement, au respect, à la confiance qu'on met dans votre relation professionnelle. Et pour finir, comme la dernière diapositive par rapport aux aspects de communication, j'ai abordé comme exemple très minimal la gestion du temps, mais il y a plein d'autres comment dirais-je, thématiques qui sont extrêmement importantes. Le rapport à l'espace, à la hiérarchie homme-femme, comme disait si justement Joanne, l'application de la règle. Bref, qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce qui est différent ou qui est commun sur la communication? Donc, c'est vraiment cet aspect-là de prendre conscience que la façon dont nous, en tant qu'individus, en tant que professionnels, nous avons, en l'occurrence, nos valeurs par rapport au temps, à la gestion du temps, elle peut être très différente pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a d'autres références et qui a donc d'autres attentes. Prendre conscience de ces inclinaisons premières, ces valeurs propres par rapport à notre éducation, notre façon de voir le monde, permet aussi de dire, moi, la façon dont je vois la gestion du temps, c'est comme ça, et en face, l'autre, qui a des référents qui sont différents, peut-être
justement un moyen de se positionner et rentrer en relation avec l'autre en disant, moi, ce que j'attends de vous, c'est de cette façon-là dont je veux voir notre dynamique professionnelle. Et vous, si vous avez effectivement conscience d'une différence, vous pouvez être en mesure de dire qu'attendez-vous réellement par rapport à cette gestion-là, du temps ou de l'espace ou de la hiérarchie. Donc, Si tu on aborde permets, Cécile, la communication. Oui, Joanne. je suis sûre qu'on pourrait encore, ce matin, on a voulu vous donner quelques exemples, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas faire le tour du jardin au complet. Et je vois Non. qu'il y a déjà des mains levées, il y a probablement. Je veux juste vous dire, on va prendre vos interrogations ou vos commentaires, mais à la partie réservée pour la parole est à vous. Cécile, juste avant de continuer avec la dimension relation professionnelle, on va voir qu'il y a des dimensions qui se superposent. J'aimerais revenir sur 2 points. Quand tu présentes l'iceberg, et là, c'est très important pour nos participants, il y a même un de nos humoristes qui a dit, parce que tu as parlé de la face cachée, hein, qui est en dessous de l'iceberg. D'ailleurs, c'est très intéressant, on parle de communication. On sait que tu es de culture française et d'origine. Tu dis l'iceberg, hein? Et déjà, dans la prononciation du vocabulaire, on va voir que dans le langage québécois, des fois, on prend l'accent un petit peu plus anglophone. Dans Tout à l'iceberg, fait. on a un humoriste, et tu seras probablement d'accord avec moi, Boucard Diouf, qui a dit, lui, que pour comprendre une culture, il faut 3 lectures. Et c'est ça la profondeur d'une analyse culturelle. La première lecture, il dit, on l'entend. La deuxième lecture, on est capable de la répéter un peu, de la raconter. Mais la troisième lecture, si tu te souviens, Cécile, ben là, on la partage avec le cœur. C'est un peu comme les chansons qu'on a fait écouter au tout début, que ce soit de Fred Pellerin ou de Raymond Lévesque. Ceux qui ont entendu ces chansons-là vont savoir que chez un Québécois, ça l'évoque certaines émotions. Donc, à retenir pour comprendre à la fin, c'est vraiment le partage des émotions, puis ça prend quand même quelques années avant Des strates différentes. Exact. L'autre élément, c'est quand tu parles de l'inconscient, et ça, c'est un élément important sur lequel on travaille en coaching et en formation, où on amène les gens à découvrir leur profil culturel. Hein? Et ça, je suis sûre que tu peux en parler. Tu as touché un petit peu que l'inconscient, quand on s'auto-analyse, on découvre en quelque part qu'il y a une grande partie de nos gestes, de nos valeurs qui viennent de l'éducation. Tout à fait. De l'ambiance dans laquelle on a vécu au-delà de la cellule familiale, mais des valeurs qui ont été véhiculées par la société dans laquelle on a évolué, qu'on a pris pour acquis et dont on n'est même pas conscient d'être le porteur. Et tout le cheminement en management interculturel, que ce soit l'individu ou l'entreprise, c'est vraiment de prendre conscience des motivations profondes. Et là, ça permet de cerner et de voir aussi que on a une grande latitude finalement d'affiner nos actions par l'intention et après par l'action. Exact. Et là, je vais poursuivre et juste pour nos participants, merci Cécile. Souvent, en formation, je pose la question aux participants, est-ce que vous avez choisi de naître en Algérie? Est-ce que vous avez choisi de naître au Canada? Est-ce que vous avez choisi de naître au Sénégal? Et là, les gens se demandent pourquoi je pose la question. Mais parce qu'en quelque part, il y a une grande partie de nos paramètres culturels qui ne sont pas choisis, mais qui sont acquis à partir de l'environnement dans lequel on est. Donc, je vous fais bouger un petit peu un sondage, Jonathan. On vous pose la question. Lorsque vous êtes au travail, ai-je plus tendance à me concentrer sur mes tâches à accomplir ou sur les personnes avec qui je suis en interaction? Et là, c'est à vous de répondre. On voit déjà qu'il y en a qui disent plus que 60% sur les tâches, d'autres 25%, 30% sur les personnes.
Vous devez choisir un ou l'autre. Ah, intéressant. On est 3/4, 1/4. Donc, on peut partager les résultats. Donc, il y en a 79% des participants qui ont répondu les tâches à accomplir et 21% qui sont sur les personnes avec qui je suis en interaction. Merci, Jonathan. Je vais pouvoir poursuivre avec ça, ce qui est très, très intéressant. Donc, on voit, on peut le fermer. Donc, ici, dans la tendance nord-américaine, dans laquelle le Québec et le Canada évoluent, ben, on est plus axé sur la tâche, sur les résultats. C'est sûr que quand on va commencer, un petit peu comme Cécile a déjà mis la table, tout est chronométré, un peu comme ce matin aussi. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu vivre sur le terrain dans les différents mandats à l'extérieur du Québec. Quand on anime des réunions, par exemple, si je suis à l'étranger, j'ai remarqué qu'avant de commencer l'agenda d'une réunion, on peut prendre 5, 10 minutes, des fois un peu plus, seulement pour que les gens puissent socialiser, se saluer, demander des nouvelles ou autres. Au tout début de ma pratique à l'international, j'étais vraiment inconfortable avec cette façon de commencer les réunions. Parce que moi, on a l'habitude, la réunion commence à 10 heures, à 11 heures, tout le monde est assis à son agenda et doit commencer avec le premier point. Alors que j'avais l'impression, et là, je commençais à stresser de dire, ben là, je vais être en retard, la réunion ne va pas finir à l'heure et tout ça. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour dire c'est mieux au Québec ou c'est mieux ailleurs. Non, on est là pour dire on a des façons différentes de gérer des réunions. Il faut juste savoir comment on peut s'adapter ou s'ajuster quand on est dans un environnement différent. Le côté friendly des Québécois, le tu. C'est un commentaire qui nous revient souvent quand les Européens arrivent, particulièrement les gens d'origine française, qui, eux, sont habitués un petit peu plus au vous. Et là, ils arrivent, les Québécois, le tu, et ils se mettent tout de suite avec l'idée que le collègue québécois, il est vraiment ami et on peut tout de suite. Et puis, ils ont des surprises quand après ça arrive dans la sphère à l'extérieur du travail où ils sentent un peu de froideur ou un peu de retrait, de distance de la part de leurs collègues d'origine québécoise. C'est simplement parce que de dire, en quelque part, il y a dans l'esprit nord-américain, il y a une certaine séparation de la vie professionnelle de la sphère personnelle. Et là, je vais aller rapidement pour qu'on puisse accueillir notre invité. Juste avant, un petit exemple très concret, quand j'ai commencé à faire les formations des cadres de la fonction publique des différents pays africains, on peut parler Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, Rwanda, viennent à Montréal et on a l'habitude de donner les pratiques de formation en ressources humaines. Et là, les gens se présentaient en disant leur nom, leur statut, mariés, célibataires, les enfants, de quelle région ils venaient, etc. C'était un petit choc culturel pour moi parce que de notre côté, quand on se présente, on a l'habitude de dire notre nom, quelle université on a étudié et combien d'années on a pratiqué. Donc, au fur et à mesure que j'ai côtoyé, j'ai aussi pris des façons de faire de cette culture où on se présente un petit peu plus et on ouvre la porte à la sphère personnelle. Donc, je vois qu'il y a des interventions, des commentaires. J'ai très, très hâte de vous entendre, mais je vais passer la parole à notre ami Éric Hébert, qui va nous parler. Bonjour Éric. Rebonjour. Bonjour. Je te laisse la parole pour nous parler de ton expérience comme directeur des ressources humaines chez Fourgon-Leclerc. Parfait. Donc, là, vous voyez présentement l'image, puis
la preuve que c'est une image qui est récente. Vous voyez toutes les masses à cause de la pandémie. C'est la dernière photo prise de l'ensemble de l'équipe des 2 usines chez Fourgon Composite Leclerc, qui est une usine spécialisée dans la fabrication des fourgons et certaines remorques. Donc, Fourgon Leclerc, comme plusieurs entreprises, était en croissance avant la pandémie. Là, on recommence présentement aussi. Et on a dû faire appel à travailleurs étrangers pour être en mesure de subvenir à cette croissance-là. Alors, Joanne, je vais te demander la prochaine diapositive, s'il te plaît. OK. Donc, on est allé faire 2 voyages aux Philippines. Maintenant, pourquoi les Philippines? Principalement parce que, il y avait une pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr, dans plusieurs métiers. Et les métiers qui ont été recherchés, c'était au niveau mouleur de fibre de verre, électromécanicien, peintre carrossier, les mécaniciens industriels aussi, les soudeurs, les opérateurs CNC. Il y avait aussi l'ouverture de chez Composite Leclerc, une toute nouvelle entreprise, dans le fond, un fournisseur qu'on s'est bâti. Fait qu'avec l'ouverture de cette usine-là, la pénurie de main-d'œuvre dans le Grand Montréal, Fourgon Composite Leclerc sont situés un peu en banlieue nord de Montréal, donc un lieu où est-ce que le transport en commun n'est pas nécessairement très développé. Alors, on avait aussi une pénurie de main-d'œuvre. Pas tout de suite, Joanne, s'il te plaît, reviens à l'ancienne, merci. Donc, on avait besoin d'aller se créer une stabilité de main-d'œuvre pour l'ensemble de nos 2 usines. On allait donc faire 2 missions aux Philippines, une en juin et une en novembre 2018. Pour les 7 types d'emplois qu'on avait, ça représente quoi? Ça représente environ 600 CV de lus, d'analysés de ma part. On a été faire 156 entrevues environ, 92 au premier en 4 jours. 92 entrevues, donc c'est une cadence d'à peu près aux 20 minutes. 20-25 minutes, on rencontrait les candidats. On est allé chercher au total 34 Philippins. Okay? Donc, 20 pour la partie fourgon et 14 la partie composite. Au total, c'est excellent. 20 fourgons, 20 fourgons, 14 composites avec les 2 voyages. On est allé aux Philippines aussi. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la langue, les Philippins sont en mesure de parler l'anglais. Et c'était pour faciliter l'intégration de nos travailleurs étrangers ici versus à l'exemple dans les pays d'Amérique du Sud ou avec peut-être des problèmes linguistiques. On est allé aussi au niveau des religions, des valeurs qui étaient similaires. C'est des gens excessivement catholiques qui se rapprochent un peu de la culture québécoise. Je vous dirais les Québécois sont moins axés sur la religion de nos jours, mais ils ont quand même ces valeurs-là qui sont de base, qui sont similaires à ceux des Québécois. 2, l'autre raison aussi, c'est des excellents travaillants. C'est des gens qui sont habitués de travailler dur et qui sont habitués de vouloir faire du temps supplémentaire et c'est quelque chose qu'on recherchait au niveau de l'entreprise. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, l'intégration des Philippins. Évidemment, on est arrivé avec 34 Philippins. On a préparé le terrain, okay? Parce qu'une des choses que les Québécois avaient peur, et c'est souvent un cliché, c'est, bon, il y a des travailleurs étrangers qui viennent chez nous et ils vont voler nos jobs. Alors que ce qu'on a fait pour expliquer à l'ensemble de nos travailleurs québécois, c'était au contraire. Le fait d'avoir une pénurie de main-d'œuvre avait un impact négatif sur l'entreprise présentement au niveau de la livraison de nos produits. Le fait d'être capable d'aller chercher les travailleurs étrangers était pour stabiliser notre production, était pour stabiliser notre main-d'œuvre aussi et garantissait les emplois de tous les autres travailleurs québécois qui étaient en place en ce moment. On a aussi expliqué depuis le début, on a impliqué nos travailleurs québécois en expliquant qu'on était faire nos voyages aux Philippines, les 2 missions. On les a aussi tenus au courant du développement quand est-ce qu'on était pour recevoir les premiers arrivants. Parce qu'on ne sont pas arrivés évidemment les 34 d'un coup, là, par chance. Donc, dès qu'il y avait des nouveaux travailleurs qui arrivaient, on annonçait ça à nos employés. Bon, il y en a un groupe de 7 qui arrive, il y en a un groupe de 5 qui arrive dans la semaine prochaine. Et on faisait aussi un partenariat avec un parrainage, je ne sais pas pardon, mais un parrainage avec des travailleurs qui parlaient un peu mieux anglais. Donc, les points positifs sont évidemment la stabilisation de la main-d'œuvre et la constante de production. Okay? On est en mesure d'assurer justement une cadence de production plus facile à gérer qu'avant l'arrivée des travailleurs étrangers. On a eu une augmentation de la production, puis un respect des échéanciers. Il y a eu un certain moment donné où est-ce que Fourgon Leclerc avait une mauvaise réputation sur le marché parce qu'on n'était pas en mesure de livrer à temps, faute de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a réussi à revirer ça de côté. La perception a changé de côté pour nous autres. C'est des excellents travailleurs que je mentionnais veulent faire du temps supplémentaire. Les Québécois ont encore cette tendance à être maintenant plus centrés sur la vie familiale.
alors que les travailleurs étrangers, présentement, ils veulent être ici pour avoir de l'argent et transférer le plus d'argent possible à leur famille. Donc, quand venait le temps de demander du temps supplémentaire, c'était les premiers à lever la main en disant « Oui, pas de problème, tu peux m'en donner ». Ils ont une belle attitude en général positive. Les Philippins sont des gens excessivement joyeux, des grands amateurs de karaoké, des grands amateurs de rassemblements, de parties, de famille. Je sais que le vendredi soir, samedi, si on se ramasse dans un condo, même si on leur dit en temps de pandémie, il faut qu'ils fassent attention, là, il y a toujours un peu plus l'esprit à la fête. Ça a permis de maintenir les emplois au Québec dans les deux usines. Ça, c'est les points positifs. Dans les points négatifs, il reste que c'est des employés que j'appelle high maintenance. Ça veut dire qu'ils sont très demandants. Okay? Le fait d'arriver au Québec, malgré les informations qu'ils ont eues de la part de leurs agences aux Philippines avant de venir au Québec, malgré les informations qu'on peut leur donner, c'est des gens, c'est des employés qui vont tirer beaucoup excusez-moi l'expression, mais beaucoup de jus de la part des gestionnaires, y compris des ressources humaines. Ils utilisent aussi un peu la pitié pour tenter d'obtenir de l'argent. Okay? Bon, il y a eu un tremblement de terre aux Philippines avec un tsunami, il y a eu une explosion volcanique, puis la pandémie dans la dernière année. Donc, évidemment, ils voulaient essayer de transférer le plus d'argent possible à la famille et ils sont venus, pas quémander, mais ils sont venus demander à l'employeur en maintes reprises si on pouvait avancer de l'argent pour être capable de transférer de l'argent à leur famille. Ils ont eu ça le calendrier de production. Le fait probablement qu'il fait très chaud dans leur pays fait en sorte qu'ils maintiennent une cadence régulière, mais ils n'ont pas le sens de l'urgence. Alors que souvent, avec les Québécois, on va être en mesure de dire ben là, c'est pressant, c'est urgent. Il va y avoir une augmentation de la cadence de production, alors qu'au niveau des Philippins, c'est pas mal stable tout le temps. Je vois pour ceux qui conduisent une voiture manuelle, ils sont en 3e vitesse tout le long. Jamais ils vont rétrograder pour essayer de faire un dépassement, puis ils ne seront pas jamais en 5e vitesse, mais ils vont être en 3e vitesse tout le long. Il y a une belle cadence de production, mais ça a justement ses inconvénients des fois. Il y a aussi le fait qu'ils sont dans une nouvelle culture et des fois, ils ont peut-être une mauvaise impression. Fait que même quand tu vas leur expliquer quelque chose au niveau des ressources humaines ou au niveau des positions de Québec, ils vont souvent avoir tendance à aller voir du côté des instances gouvernementales pour valider l'information. Et évidemment, quand ils valident l'information, ils disent une partie des informations, donc ils reçoivent des réponses en fonction de l'information qu'ils donnent, et ils reviennent en te disant « c'est pas vrai ». Alors que quand tu donnes l'ensemble de l'information, évidemment, on va une réponse qui va peut-être différente. Et c'est une micro-communauté présentant avec 34 Philippins, ce qui peut amplifier le négativisme. Donc, si j'en ai un qui est frustré après une décision quelconque, mais il va souvent influencer ses partenaires, ses collègues plus rapidement que si nous avions embauché seulement 1 ou 2 travailleurs étrangers. Fait que ce sont 34, c'est un micro-climat en même temps, une micro-communauté, et ça va beaucoup plus se parler entre eux, autant positif que négatif, mais je vous dirais ça amène peut-être ce côté négatif d'avoir autant de travailleurs étrangers en même temps. Prochaine diapo, s'il te plaît, Joanne. Donc, si c'était à refaire, je me suis posé la question en faisant la présentation, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différent? La première chose que je ferais, j'irais probablement essayer d'augmenter l'échelle salariale actuelle pour attirer des candidats de choix au Québec, en premier lieu, parce qu'il faut qu'on le fasse de toute façon par la suite. Okay? La pénurie de main-d'œuvre n'a pas fait en sorte, même les travailleurs étrangers n'ont pas fait en sorte qu'on a comblé 100% de nos besoins. Et deux, il y a un coût administratif à aller chercher des travailleurs étrangers comme ça. Il y a un coût monétaire. Et si on avait juste ajusté l'échelle salariale, peut-être qu'on n'aurait pas été besoin d'en aller chercher autant. Okay? Peut-être juste 20 au lieu de 34. On aurait probablement fait 4 missions pour les accueils, pour que les accueils soient plus étendus dans le temps. Au lieu que ça soit 2 grosses missions où est-ce que là, tout d'un coup, ils ont tous déboulé à raison d'à peu près 5 ou 6 ou 2 semaines. Alors, c'était un peu difficile de rentrer ça dans la machine et de pouvoir digérer tous ces nouveaux employés-là. Essayer de faire une distinction entre l'employeur et les propriétaires des condos, parce qu'on a l'obligation de trouver un logis. Le propriétaire des entreprises a décidé de faire bâtir des condos et il y a eu comme un mix avec les deux, où est-ce qu'il y a les condos qui sont normalement un propriétaire et il y a l'entreprise qui est un propriétaire, mais parce que c'est le même président pour les deux entités, mais ils ont commencé à mélanger certains problèmes qu'il y avait au condo avec des problèmes de l'entreprise, alors qu'ils devraient être scindés. Si c'était à refaire, je ferais ça vraiment de façon séparée. Avoir plus d'écrit et moins de verbal pour la compréhension. Malgré le fait qu'ils sont bilingues, malgré le fait que j'ai un anglais très fonctionnel, à vrai dire, je suis bilingue, il reste que de leur côté, j'ai des gens qui parlent un meilleur anglais que d'autres. C'est ce qui fait aussi que des fois, on pense que les gens ont peut-être compris
alors qu'ils en comprennent juste une partie. Alors, je mettrais probablement plus d'écrits pour qu'au moins, ils peuvent le lire. Et souvent, à la lecture, c'est plus facile qu'à l'audition. Fait que lire et comprendre, c'est probablement plus facile que de comprendre au niveau de l'oreille. Fait que c'est ce que je ferais normalement par rapport à ces travailleurs-là. Prochaine info. Donc, ici, il y a un petit sondage que je pose la question. D'après vous, avec tout ce qu'on a fait avec les 34, quels furent les points les plus difficiles à intégrer avec les Philippins? Il y a environ 2 choix qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, il y a soit la barrière linguistique, La barrière linguistique, soit l'adaptation à nos saisons, l'adaptation. l'acceptation des autres employés, l'hygiène et la salubrité, la santé et sécurité au travail. Donc, c'est assez réparti. Hein? On voit que santé et sécurité au travail, ça semble être un élément choisi par les participants. Mmh. Encore quelques secondes. Oui, et je vais, à la lumière de ce que je vois présentement, vous allez être étonné. Alors, pour vrai, il y a 0% des gens qui pensent que c'est l'hygiène et la salubrité, alors que le point le plus difficile qu'on a eu à avoir avec les Philippins, c'était celui-là. D, l'hygiène et la salubrité. Alors, la barrière linguistique, je vous dirais, c'était évidemment une problématique, mais somme toute, les gens, comme Cécile nous expliquait, il y a beaucoup de gestuels. Hein, les gens peuvent finir par se comprendre. On a tous voyagé à travers le monde dans différents pays. On est capable de se faire comprendre pareil des fois avec la gestuelle. Donc, barrière linguistique, oui, à certains niveaux, parce que j'ai pas mon usine, mes employés québécois ne sont pas tous bilingues, mais ils ont quand même réussi à s'adapter facilement, autant d'un bord que de l'autre. L'adaptation aux saisons, la plupart le savaient à quoi s'attendre. Certains sont arrivés en hiver, donc eux autres ont eu vraiment un choc en rentrant, en débarquant de l'avion, alors que d'autres sont arrivés pendant l'été et ça a été plus graduel pour la transition. L'acceptation des autres employés, comme j'expliquais tantôt, nous avons informé nos Québécois depuis le début. Et je pense que c'est la clé du succès. C'est d'expliquer, de verbaliser, de démystifier toute cette procédure-là pour pas que les employés, justement, se sentent ou se créent des scénarios individuels. Je pense que c'est la clé qui a fait en sorte qu'on a réussi à intégrer ces gens-là le plus facilement. Ça a été de partager la communication avec nos employés québécois et ne pas sous-estimer justement la problématique qui aurait pu se créer si on n'avait pas agi de la sorte. Le dernier point, santé au travail, effectivement, ça aurait pu être une problématique, sauf que ça a été déterminé dès le jour 1 avec les Philippins. Comme quoi qu'on a vu les conditions dans lesquelles ils travaillaient aux Philippines. On a dit au Québec, on ne peut pas le faire. Okay? Alors, il faut qu'on s'assure que tu sois en santé et sécurité. Tu te protèges, on te fournit les équipements, c'est non négociable, il y a des lois là-dessus, on est responsable. Je veux m'assurer que tu puisses travailler comme il faut et envoyer le plus d'argent possible à ta famille. Donc, tu portes tes équipements de sécurité, tu fais attention à la façon dont tu travailles. Ça a été compris relativement facilement. L'hygiène et la salubrité, c'est là qu'il y a eu le plus de problèmes. Encore là, en passant à cause des condos, mais ils ont des points de vue culturels. Je donne un exemple. Nous, quand on achète les œufs, c'est dans le réfrigérateur et on les met dans le réfrigérateur. Les Philippins prennent les œufs et les mettent dans un cabinet, dans un armoire. Ils vont laisser le riz ou la nourriture non mangée. Au Québec, on a l'habitude de mettre ça dans des plats, on le remet au réfrigérateur le plus rapidement possible. Dans le cas des Philippins, mais ils vont laisser ça dans le pot, dans le chaudron, peu importe, pour le soir ou le lendemain matin. Okay? Alors, l'hygiène, la salubrité, à ce niveau-là, ils apportent évidemment cette nourriture-là au bureau. Ça sent un peu plus sur le temps du dîner, évidemment. La façon qu'ils utilisaient les salles de bain, assez étrangement, il faut qu'on fasse un peu d'éducation sur viser à la bonne place dans l'urinoir ou dans la toilette, parce que c'était... on joue aux pompiers, là. On va mettre ça comme ça. Là, on joue aux pompiers à ce niveau-là. Alors, on a fallu vraiment qu'on regarde au niveau hygiène et salubrité. Donc, dernière diapositive, Joanne, parce qu'il me reste 1 minute. Dernière diapo. Donc, en conclusion, l'intégration de travailleurs étrangers, c'est une richesse pour l'entreprise. Ça, c'est indéniable. Ça nous a apporté une culture différente, un partage avec les Québécois. Ça prend une adaptation des deux côtés, je pense, parce que l'intégration soit un investissement et non pas une dépense pour l'entreprise. Puis l'expérience fait en sorte qu'on serait des meilleurs intégrateurs si nous décidons de faire une nouvelle mission. 38 secondes.
Bon, C'est parfait. On va pouvoir donner parce que je vois les mains levées, puis il y a oui. sûrement des interactions que Aziz va vouloir revenir. Mais il y a deux choses très importantes. Puis ce que j'ai apprécié beaucoup dans ta présentation, Éric, c'est que tu nous fais voir les deux côtés de la médaille. Hein, parce que c'est vrai que ça ne peut pas être tout rose là, de recevoir comme ça 30 employés avec des habitudes, avec des coutumes. Et comme tu as dit, ça demande de l'attention parce qu'il faut mettre l'attention qu'on doit parce que si on veut récupérer l'investissement. Et comme tu as dit, la clé du succès était de préparer les deux côtés. Donc, ceux qui reçoivent ces employés-là et les employés eux-mêmes à partager. J'ai une petite question et après ça, Aziz, tu vas pouvoir prendre la parole et commencer à gérer. Peut-être je vais avoir des références avant. Une question, Éric. Est-ce que vous avez mis du parrainage? Parce que souvent, on dit dans les trucs et astuces, on nomme un parrain aux travailleurs issus d'immigration. Tous les employés, pas seulement les travailleurs étrangers, tous les employés ont un parrain lorsqu'ils commencent dans la formation, où est-ce qu'ils vont être 2 semaines parrainés avec quelqu'un. Donc, on crée un lien déjà avec quelqu'un de référence. Puis une fois que l'intégration est faite, ce parrain-là continue à fournir, à répondre aux questions en plus du contremaître. OK? Et ici, on a aussi une ouverture d'esprit dans notre entreprise. Ma porte est tout le temps ouverte. J'ai des Philippins qui passent. Honnêtement, mon bureau est juste à côté de la cafétéria et du vestiaire. Fait que les employés, quand ils passent devant mon bureau, s'ils ont besoin de me parler, bien, ils rentrent et ils me parlent. Yes, sir. Très poli en passant en philippin. Là, yes, sir. Always, sir. No problem, sir. Ça, c'est comme ça. Fait qu'ils passent pour me voir puis ils peuvent répondre aux questions directement. Fait qu'on essaie de les intégrer et ne pas les séparer ou je viens de mon anglais, exclusion, les mettre en retrait. Les inclure. Hein? On Ça. travaille sur l'inclusion à tous les niveaux. Bien, merci beaucoup, Éric. Je vais compléter avec cette partie-là, puis on va revenir avec la partie pour tout le monde. Donc, on vous a dit comme objectif qu'on vous faisait connaître et partager la culture du Québec. Donc, il y a un livre de Monique Durand qui est Saint-Laurent, mon amour. Pour ceux qui veulent apprendre la culture du Québec, bien, en quelque part, le fleuve Saint-Laurent est un acteur majeur qui nous façonne pas uniquement dans sa géographie, mais dans la façon et notre rapport avec le fleuve qui est depuis même les Premières Nations, parce que le fleuve était la première voie maritime là, qui nous reliait même avec les Grands Lacs et autres. On a aussi Fred Pellerin, que vous avez entendu, qui est un merveilleux conteur et vulgarisateur de la culture québécoise. Vous aurez l'occasion d'assister bientôt à des balados sur les expériences des gens du Québec qui ont travaillé à l'international ou d'autres webinaires comme celui-ci qu'on parlera de d'autres dimensions culturelles. Puis il y a la petite vie ici qui a été suggérée par notre ami Éric, qui est un feuilleton qui a été très, très populaire pendant plusieurs années, qui vient vous faire découvrir un petit peu l'humour à la québécoise. Donc, je laisse la parole à Aziz pour dire quelles sont les questions, les mains levées et tout là. Très bien. Donc, nous avons notre ami, qui n'a pas voulu poser la question, mais il a levé la main. Si Jonathan, je ne sais pas si on peut lui passer la main. Ndobula, M. Ndobula. Qu'est-ce que Il y a déjà deux questions. Il y a M. Benariba et M. Toyer. Alors, oui. M. Benariba a soulevé une question pour Éric. Comment avez-vous pu gérer l'aspect concernant l'hygiène et salubrité, sachant que c'était l'objectif le plus difficile, le point difficile et éloigner les préjugés aussi? Ça, c'est... J'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on parlait au départ, où est-ce que j'ai vu que ça, avec les 23 nationalités qui sont arrivées, évidemment, on a eu les mêmes problématiques, okay, avec les différentes nationalités, et c'est toujours la base. On va expliquer, on a fourni évidemment aussi
des outils, OK? Des mops, des chaudières, des choses comme ça pour qu'ils puissent laver leur appartement en même temps. On les a équipés, on a fait beaucoup d'explications, beaucoup de un à un, ou des fois en petits groupes pour expliquer c'est quoi la façon de faire au Québec pour s'empêcher. Et ce que j'expliquais entre autres, c'est, je dis, pendant que tu es aux Philippines, ton système immunitaire, il est X. Au Québec, ton système immunitaire va être moins bombardé par un paquet de choses parce que tu vas vivre dans des conditions qui sont supérieures, on va mettre ça comme ça. Et à ce moment-là, ton système immunitaire va probablement baisser. Là, tu vas être malade. Donc, c'est important que tu commences à t'équiper et à utiliser, dans le fond, à augmenter ton niveau d'hygiène. Ça passe par l'explication. Il n'y a pas 25 façons de faire. De la documentation, de l'explication, du 1 à 1. La transparence. J'ai laissé Aziz avec l'autre Ouais. question. Merci, Eric. Alors, l'autre question, c'est de Isidore Toyer. Le processus d'intégration peut prendre combien de temps pour être réussi? Je crois que c'est Eric qui peut répondre à cette question. Je vous dirais, le processus d'intégration, il n'est pas encore terminé chez nous. Les premiers arrivants sont arrivés en 2019. Et ça, c'est comme n'importe quoi. L'intégration ne peut pas se dire, bon, se fixer un temps en disant dans un mois, ça va être beau, il n'y aura pas de problème. Ça serait utopique de penser ça, puis on serait voué à l'échec. Donc, l'intégration va se faire. Je donne un exemple, on a eu le FAMAS, qui est le regroupement des Philippins de Montréal, qui sont venus nous aider. Et quand on leur a parlé des petits problèmes qu'on avait avec nos Philippins, ils nous ont demandé, ça fait combien de temps qu'ils sont ici? Je dis, certains vont avoir 2 ans à l'été. Ils disent, pas de problème, ils sont encore dans le choc culturel. Et c'est des gens qui nous parlaient qui avaient 20 ans de passer au Québec. Ils disent, t'en as encore pour 1 ou 2 ans là, avant que tout soit correct. À partir du moment où est-ce qu'ils vont vraiment, parce qu'on fournit des cours de français, à partir du moment où est-ce que le niveau de francisation va être supérieur, ils vont être capables d'interagir en français avec nous autres, ça va accélérer à ce moment-là le processus. Mais là, la barrière linguistique, elle nous affecte un peu. Fait que moi, j'entrevois encore 1 à 2 ans avant que ça soit beaucoup mieux. Joanne, tu voulais poser question? Oui, bien, je voulais juste renchérir. Éric, tu peux rester avec nous et Cécile aussi. Hein? Je voudrais ajouter le temps, il n'y a pas de réponse fixe à dire 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y a des gens que je côtoie aujourd'hui, ça dépend d'où on part déjà sur la linguistique, d'où on part sur la connaissance du pays. J'ai des collègues, par exemple, algériens qui sont arrivés ici avec la femme et un garçon. Et au bout d'1 année, il avait déjà eu l'emploi et tout ça. L'intégration, elle était là, mais parce qu'elle avait commencé avant. Elle avait commencé déjà dans un processus d'immigration qui a duré peut-être 5 ans. Tandis que les Philippins, on les prend, on les amène tout de suite là chez nous. Il y a Cécile qui veut répondre? Cécile, oui. Oui, pour moi, c'est très important d'accepter que c'est un processus. Chaque nouveau pas, chaque prise de conscience, chaque compréhension nouvelle permet d'aller plus loin. Le processus et l'importance de se former avant de partir en processus d'immigration. Ça n'affranchit pas de l'expérience, heureusement, parce que l'expérience, c'est ça qui fait la profondeur, mais d'avoir des références culturelles, historiques, écrites, comme le disait si bien Eric, permet à un moment donné, on prend l'information écrite, on la lit, on comprend une partie, un pourcentage, mais ça permet de dire, je me souviens qu'on avait abordé dans tel document l'aspect des relations hommes-femmes, par exemple, et on peut y revenir comme un ancrage. Donc, c'est de travailler sur de multiples fronts, je dirais. Oui. Eric, moi, je voulais poser une question, pardon, Joanne. Est-ce que les chancelleries, ils vous ont accompagné sur le plan processus de l'intégration, la compréhension de la culture, les codes, etc. Est-ce qu'au niveau de la chancellerie, donc canadienne, c'est qui la chancellerie? C'est-à-dire l'ambassade du Canada ou la représentation du Québec, au niveau de l'ambassade du Canada aux Philippines, ils vous ont aidé à expliquer, c'est-à-dire à prendre ce groupe-là, les former, leur expliquer les codes, je ne sais pas. Pas l'ambassade comme telle. Pour les 2 voyages, on a fait affaire avec 2 agences. Il faut comprendre qu'aux Philippines, pour vrai, l'exportation de leur main-d'œuvre fait partie de leur PIB.
okay, assez exceptionnel. C'est pour ça que quand tu vas dans plusieurs bateaux de croisière, ils sont là. Ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, donc ils ont décidé d'organiser l'exportation de la main-d'œuvre qualifiée avec un processus très rigoureux. Okay? Au Canada, il y a ce qu'on appelle le POLO qui va régenter ça, honnêtement, ils font des entrevues avec les employeurs, savoir dans quelles conditions est-ce que les travailleurs philippins vont arriver, puis ils nous sélectionnent, savoir si on est correct pour accepter ces travailleurs étrangers-là. Mais là-bas, ils ont tout un processus aussi. Les gens doivent déposer leur passeport qu'une agence seulement ne peut pas commencer à faire du cherry picking un peu partout. C'est un passeport à une agence seulement. Ils peuvent retirer le passeport dans une autre agence, mais c'est un à la fois. C'est très, très réglementé. Okay? Peut-être plus que dans d'autres pays, très réglementé parce qu'ils ont besoin d'un visa de départ et pas seulement un visa de visite au Canada. Ils ne peuvent pas quitter le pays s'ils n'ont pas l'autorisation du gouvernement. C'est assez simple, là, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement contrôler le PIB avec ça. Là, la main-d'œuvre, tout l'argent. Puis il y a une partie de l'argent qu'on va payer à l'agence qui s'en va à titre de commission ou de frais gouvernementaux là, pour le gouvernement. Et l'agence prend partie. C'est les agences qui sont là-bas qui vont nous éduquer pendant qu'on est là-bas en mission, qui vont nous expliquer un peu c'est quoi la philosophie, la façon d'être des Philippins, etc. Là-bas, ils travaillent 6 jours par semaine, entre autres. Et le vendredi soir, ils ne cherchent pas un Philippin, ils sont importés. Okay? C'est à peu près pour eux. Là. C'est la journée où est-ce qu'on a plus de party. Les gens qui aiment beaucoup la nourriture, il n'y a rien de perdu au niveau de la nourriture. Rien. Rien. Là, ça fait preuve. Quand tu regardes au Québec, il y a beaucoup de pertes sur un paquet de choses. Là. Mais aux Philippines, la bouffe, c'est sûr que certain que ça va être parti. Là. Fait que c'est plus les agences qui vont nous épauler que les ambassades ou les consulats. Il y a un terme, Aziz, que tu as soulevé et on a parlé de la communication, on a parlé du vocabulaire. Aziz a soulevé le terme condo. Qu'est-ce que ça veut dire, condo? Ouais. C'est pour l'auditoire, parce que les gens de l'auditoire ne connaissent pas le mot condo. C'est un condominium. On a les appartements locatifs. Un condominium peut être une résidence individuelle dans un regroupement de condos. C'est un condominium. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Donc, c'est l'endroit où logent les Philippins. Oui, où logent les Philippins. OK, c'est leur lieu d'appartement. Leur appartement, exact. Donc, on a Thérèse Témélis qui va être avec nous dans les prochaines activités. Bonjour Thérèse. Elle a partagé les choses que tu as dit, Éric, en disant qu'elle avait vécu des choses semblables en Corée du Sud. Hein? Puis, est-ce que, Aziz, tu as noté d'autres interventions? Il y a aussi Nathalie. Donc, il y a M. Amish qui demande la parole d'Algérie. M. Amish qui a travaillé beaucoup aussi dans l'éducation, puis après à l'UNESCO à Paris, et donc il a une grande expertise. On peut prendre une intervention, peut-être, M. Amish. Je vais vous ouvrir pour que vous puissiez ouvrir votre micro. Non, c'est Jonathan, oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, vous avez accès pour parler. Oui. Bienvenue. Oui, merci. Je voudrais d'abord saluer tous les participants et intervenir dans ce mode d'intégration au Canada. Et nous savons combien le Canada a été une terre d'immigration depuis longtemps. Et puis, tout se passe dans le bon ordre. C'est un contraste avec ce qui se passe actuellement en France. Donc, c'est des démarches qui sont radicalement différentes et ce qu'on exige, d'abord pour ce qui est de l'Algérie, l'immigration, la demande d'immigration, elle est surtout de la part de jeunes, et de jeunes généralement parvenus au terme de leur formation, et parfois des formations à très haut niveau. Donc, ce qui fait dire que l'Algérie n'a pas uniquement le pétrole comme produit d'exportation, elle a aussi cette jeunesse. Et comme avec la France, on a fait
un bon chemin ensemble, 132 ans, donc ça marque. Et donc la France reste disons, le pays préféré. Malheureusement, quand ils arrivent en France, c'est carrément, sous prétexte d'intégration, il faut qu'ils renoncent à toutes leurs marques, les marques culturelles, les marques spirituelles, les marques, tout, pour devenir des éléments francisés en quelque sorte. Donc, sur ce, M. Amish, bien, on vous remercie beaucoup pour votre intervention et votre commentaire qui démontre votre intérêt. Effectivement, qu'on soit d'un pays à l'autre, on va avoir une façon différente d'intégrer, d'inclure les gens qui arrivent d'ailleurs. Et vous avez soulevé, oui, la jeunesse algérienne, elle est très présente au Québec et particulièrement dans les universités aussi. On va garder quand même notre contrat. On est au terme presque midi. On va clôturer ensemble cette rencontre-là en présentant la prochaine activité. On vous invite d'être avec nous. Et c'est Aziz qui aura l'honneur d'animer, hein, Aziz, avec la culture entrepreneuriale dans les universités. Il va nous parler, lui, d'un cas vécu d'Algérie et d'ailleurs aussi. Je vous rappelle que ce soit avec le cabinet conseiller HRE ou avec Culture Attitude, on a toujours l'aspect pragmatique. On vous apporte, un peu comme ce matin, du contenu et des cas vécus aussi. Donc, il y a Jonathan qui vous a mis dans le chat le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Et puis, on vous rappelle que Culture Attitude, bien, c'est bien plus que des mots. C'est un état d'esprit qui réunit les personnes. De tout ce que vous avez entendu ce matin, s'il y a une chose qui détermine le succès de l'intégration, on pourrait parler de l'attitude, mais de l'attitude des deux pôles. L'environnement qui reçoit la personne de l'étranger et la personne qui vient pour s'intégrer aussi. Ce n'est que cette réunion-là qui va faire le succès. Et puis, on vous laisse avec une citation de M. Isaac Newton qui nous dit, bien, les hommes construisent trop de murs, pas assez de ponts. Effectivement. Sur ce, chers panélistes, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci à vous. À partager votre savoir et vos expériences. Merci à tous les participants qui sont encore avec nous. On vous demande un petit 2 minutes pour répondre dès qu'on va avoir terminé la présentation. Il y a un petit sondage qui vous est proposé pour nous donner vos suggestions, votre appréciation. On vous souhaite à tous bonne continuation et bienvenue aux prochaines activités.